C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la solidarité fiscale, que faut-il savoir ? Les époux ou les partenaires d'un PACS qui ne forment plus qu'un seul foyer fiscal sont redevables à deux du paiement de l'impôt. On appelle ça la solidarité fiscale. Cela ne pose pas de problème pendant le mariage, mais les choses se compliquent en cas de divorce. Notre invité va nous aider à y voir plus clair. Frédéric Douhet, professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen-Normandie, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Douhet, donc lorsqu'on est marié ou pacsé, on doit réaliser une déclaration commune et régler à deux les dettes fiscales, même en cas de séparation ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, pour essayer d'expliquer les choses simplement, c'est que les époux sont solidaires pour le paiement de 3 impôts. Ils sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu à condition qu'ils fassent l'objet d'une imposition commune. On pourra en reparler juste après. Ils sont solidaires également pour le paiement de la taxe d'habitation à condition de vivre sous le même toit. Et ils sont solidaires également pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière. Et pourquoi donc même après séparation ? C'est là la question. Alors effectivement, c'est ce qui trouble assez souvent les contribuables et c'est souvent une source d'incompréhension. En réalité, ce qui compte, c'est de savoir si le supplément d'impôt, que ce soit l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation ou l'impôt sur la fortune, se rapporte à une période d'imposition commune. Donc par exemple, si en 2020, vous faisiez l'objet d'une imposition commune avec votre époux, votre partenaire, et puis que vous avez divorcé en 2021, eh bien en 2022, bien que vous soyez divorcé, l'administration fiscale peut vous réclamer des suppléments afférents à l'année où vous étiez encore marié ou pacsé. On va revenir juste un tout petit peu en arrière, une question que je ne vous ai pas posée, Frédéric Douhet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exceptions à l'imposition commune ? C'est-à-dire même avant, même marié ? Alors, en principe, les époux font l'objet d'une imposition commune à compter de leur mariage. Au titre de l'année du mariage, ils peuvent choisir 2 impositions distinctes, mais l'année suivante, ils commencent à faire l'objet d'une imposition commune. Mais sous réserve de l'année du mariage ou du PACS, en principe, les époux et les pacsés font l'objet d'une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu. Il y a 3 exceptions à ce principe. La première, c'est lorsqu'ils sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. La seconde, c'est dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge statue sur les modalités de leur résidence. Et puis la troisième, et c'est celle qui pose beaucoup de difficultés en pratique, c'est lorsqu'ils sont séparés de fait et que chacun dispose de revenus distincts. Donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions à l'imposition commune, effectivement. C'était bien de le préciser. Vous le disiez, c'est peu connu, c'est-à-dire que dans les faits, les concernés, donc les parties prenantes, elles sont conscientes à partir qu'elles deviennent solidaires de leur conjoint, de leur partenaire, même après séparation. C'est-à-dire c'est dit, il faut faire plus de pédagogie sur ce sujet. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. C'est logique du point de vue de la logique fiscale, mais c'est peut-être pas logique du point de vue de la logique des époux et des pacsés. Effectivement, il faut l'expliquer et insister sur ce point. Donc il faudra encore peut-être plus l'expliquer, encore plus à l'avenir. Oui. Frédéric Douhet, jusqu'où s'applique cette solidarité ? Vous l'avez vu, donc 2021-2022, vous nous avez donné un exemple là. C'est-à-dire pendant le divorce, après, pendant combien d'années peut s'exercer ce principe de solidarité fiscale ? En règle générale, le délai de recouvrement, le délai de prescription en matière fiscale est de 3 ans. Donc, et le recouvrement, c'est en règle générale une année supplémentaire, donc 4 ans. Donc l'administration fiscale peut venir vous chercher sur des suppléments d'impôts. En règle générale, en pratique, il n'y a pas de litige sur la taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune. L'essentiel, quasiment 100% des litiges portent sur l'impôt sur le revenu. C'est plutôt sur l'impôt sur le revenu, c'est ça ? Donc comment ça fonctionne alors exactement pour cet impôt par exemple ? Pour obtenir la décharge ? Oui. Alors, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les époux, les partenaires aient rempli correctement leur déclaration. Il faut ensuite qu'ils n'aient pas tenté de se soustraire frauduleusement à l'impôt, dit le Code général des impôts. D'accord. Et puis ensuite, et c'est là où il y a une marge d'appréciation, c'est qu'il doit y avoir une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et leur situation nette patrimoniale au jour où ils présentent leur demande de décharge de solidarité. Alors le problème en pratique, c'est que le Code général des impôts nous dit que c'est un droit d'obtenir la décharge de responsabilité solidaire. Le problème, c'est que le Code dit disproportion marquée. Or, quand on parle de disproportion marquée, on ne sait pas précisément ce que c'est. Donc, en règle générale, on a l'habitude de dire... C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. Là où c'est paradoxal, c'est que le Code général des impôts dit que c'est un droit pour les contribuables. Okay. Sauf que le Code dit, dans le même temps, il faut que l'administration fiscale considère qu'il y a une disproportion marquée entre le montant de l'impôt et votre situation nette patrimoniale. Or, la notion de disproportion marquée, c'est pas quelque chose qui est extrêmement précis. Mais en règle générale, pour donner un ordre de grandeur, on considère que dès que la dette fiscale excède 1,5 fois
le patrimoine net, que dans ce cas-là, la disproportion peut être considérée comme marquée. Mais ce que je vous dis là, bien sûr, n'est pas gravé dans le marbre, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Frédéric Douai, vous le disiez tout à l'heure, donc l'administration fiscale peut venir chercher donc, le conjoint, si jamais une dette a été contractée au moment où ils étaient mariés, on peut venir vous chercher, peu importe le revenu, puisque là on parlait d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire peu importe le revenu, indifféremment du revenu, l'administration fiscale peut venir récupérer Oui, le montant de la dette. Bien sûr, effectivement. En fait, la condition sine qua non en matière d'impôt sur le revenu, c'est que le supplément doit se rapporter à une période d'imposition commune. Donc, peu importe, effectivement, les revenus respectifs des deux membres du couple, suivant qu'ils sont mariés ou pacsés. Et comment se fait l'arbitrage alors? Comment fait l'administration fiscale pour Alors, lorsque la décharge est accordée, là aussi très schématiquement, sans entrer dans trop de considérations d'ordre technique, en fait, l'époux qui a obtenu la décharge ou le partenaire qui a obtenu la décharge est imposé à concurrence du montant de l'impôt qu'il aurait dû payer sur la base de ses seuls revenus. C'est-à-dire? Donc, par exemple, si vous avez un revenu imposable de 100, Oui. vous avez celui qui a obtenu la décharge qui n'a qu'un revenu de 10 et puis l'autre qui avait un revenu de 90, et bien on va calculer l'impôt sur la base des 10 et on fait abstraction des 90. Étant précisé aussi que pour les 10 subsistants, pour l'impôt, donc dans mon exemple afférent aux 10 qui restent, le conjoint ou l'époux, ou l'ex-conjoint ou l'ex-époux peut demander, s'il est dans une situation de gêne ou d'indigence, à titre gracieux cette fois, la décharge de cette fraction de l'impôt. De quelle manière on est notifié par l'administration fiscale qu'on vient nous chercher? C'est-à-dire qu'on peut ne plus être en contact, par exemple, du tout avec son ex-conjoint. Comment on sait d'où vient cette somme? L'administration fiscale est une administration efficace, Oui. heureusement pour nos finances publiques. Les comptables et les huissiers de l'administration fiscale sont des gens qui sont performants. Donc c'est vraiment assez simple. Et le plus simple, bien évidemment, si vous êtes comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu, déjà c'est de vérifier si, au titre de la période en question, la personne était mariée ou pacsée, ou si elle est encore mariée ou pacsée. Vous parliez donc de ce dispositif de décharge qui permet d'échapper à cette obligation. Est-ce qu'il est suffisamment accessible? Accessible de quel point de vue? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut facilement remplir les conditions qui nous permettraient de dire non, je ne peux pas payer cette somme, je ne suis plus solidaire de mon ex-conjoint? C'est assez technique quand même, donc il vaut mieux quand même se faire assister. Oui. Parce qu'il faut adresser la demande par lettre recommandée avec avis de réception à la direction départementale des finances publiques. Donc se faire assister par un avocat? Un avocat, oui, bien sûr, spécialisé en matière fiscale. Il y a tout un tas de pièces à joindre, tous les justificatifs. Et puis la particularité, c'est que en cas de contentieux ultérieur, si votre demande est rejetée et que vous saisissez le tribunal administratif pour contester la décision qui a été prise par l'administration fiscale, il y a tout un tas de petites subtilités, notamment le fait que vous ne pouvez pas produire d'autres pièces que celles que vous avez jointes à votre réclamation préalable. Donc avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux éviter de jouer tout seul si on ne sait pas trop jouer ou pas du tout. Mais ce dispositif, il a été assoupli, je crois, ces dernières années, ce dispositif d'obtention de la décharge. Oui, alors en théorie, il a été assoupli, mais encore une fois, le critère, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est celui de la disproportion marquée. Or, on peut discuter sur ce qu'est une disproportion marquée. Oui, c'est pas très objectif. Enfin, en tout cas, c'est cas particulier. Je ne sais pas si objectif est le terme exact, mais en tout cas, c'est au cas par cas. Encore une fois, ça n'est pas gravé dans le marbre, il y a toujours une marge d'appréciation. Que se passe-t-il, on m'a posé la question tout à l'heure, que se passe-t-il lorsqu'on se remarie, si on se remarie dans les 2-3 ans où on est encore solidaire fiscalement de son ex-conjoint, c'est-à-dire donc on ne déclare pas, on ne peut pas avoir une seule déclaration avec son nouveau conjoint? Si, bien sûr, c'est possible. D'accord. Donc si vous vous remariez ou vous vous pacsez, vous faites à nouveau normalement une déclaration commune, mais il n'en demeure pas moins que si vous avez des dettes fiscales antérieures à votre mariage ou à votre pax dues afférent à la période où vous étiez antérieurement marié ou pacsé, vous restez néanmoins solidaire. Une question un peu moins drôle, que se passe-t-il en cas de décès? Alors ça, c'est le gros trou dans la raquette. Il y a eu du contentieux sur la question. Et le Conseil d'État a considéré que le conjoint survivant ou le pacsé survivant n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1691 bis qui, schématiquement, est relatif au mécanisme que je viens de vous décrire. Donc pour le conjoint survivant ou le pacsé survivant, en pratique, c'est vraiment
une vraie difficulté. Je suis d'ailleurs surpris que le législateur ne se soit pas encore emparé du sujet, parce que là aussi, il y a tout un tas de questions techniques sur les différents dispositifs. Mais toujours est-il que le Conseil d'État dit que le conjoint survivant ou le pacsé survivant n'entre pas dans le champ d'application du mécanisme que je vous ai décrit. Et ça, c'est un vrai problème en pratique. On a l'impression qu'il y a beaucoup de points noirs, hein, quand même, de trous noirs. Il y a beaucoup de trous noirs, effectivement, en matière de droit fiscal de la famille. Celui que je viens de vous citer est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors effectivement, c'est pas très médiatisé, mais en pratique, c'est vraiment une vraie source de difficulté. Merci beaucoup Frédéric Douhet d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce plateau sur la solidarité fiscale. Je le rappelle, vous êtes professeur de droit fiscal à l'université de Rouen-Normandie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.